ont mis l'accent sur justement donc, ces difficultés à élaborer des stratégies sur le plan continental, surtout qu'il y a la difficulté d'avoir des agendas contradictoires aussi, y compris sur le continent, donc des agendas externes au continent. Il y a la difficulté aussi de pouvoir cerner la problématique parce que nous sommes sur le continent, d'abord face à la problématique du terrorisme, mais ce sont donc toutes ces menaces émergentes qui viennent se greffer à des problèmes qui sont des problèmes chroniques qu'on n'a pas pu régler ni résoudre. Il est clair que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'abord de ne pas laisser l'Afrique juste comme un espace de repli pour les groupes terroristes et aussi de minimiser donc toute cette transhumance terroriste. Les continents africains, notamment dans la région sahélo-saharienne, mais pas que dans cette zone où il y a d'une part l'immensité des territoires donc, qui sont désertiques et qui ne sont pas sous le contrôle des États, il y a la porosité des frontières et il y a aussi donc la persistance de ces problèmes qui sont d'ordre économique et d'ordre social aussi. Donc nous sommes dans un contexte très particulier et la particularité donc, de ce contexte fait aujourd'hui que nous sommes en train, où le continent est en train d'être abordé beaucoup plus donc, par des approches externes et ces approches externes donc, visent essentiellement donc à contrôler des espaces qui sont utiles au détriment donc, de larges espaces qui ne le sont pas à leur sens. Mais effectivement, il y a cette problématique donc, de faire naître des approches nationales pour des raisons qui sont multiples. D'abord, donc, les difficultés qu'on a eues lors de ces 5 à 6 dernières décennies de mettre en place donc, un État-nation et de mettre aussi donc, une bonne gouvernance et de mettre en place aussi des systèmes en mesure d'inclure et d'être donc ouverts à l'ensemble des acteurs. Rapidement, malheureusement, donc les problèmes politiques vacillent et glissent vers des problèmes qui deviennent donc d'un ordre sécuritaire. Troisième élément que je pense important, effectivement, donc les Nations Unies. Et vous avez, en général, vous avez raison donc, de le souligner. Et je me souviens, il y a encore 12 ans, justement, au niveau du comité de lutte contre le terrorisme du Conseil de sécurité, qu'on avait beaucoup de mal à faire passer le concept de foreign fighters, de combattants terroristes étrangers. Et la difficulté qu'on a eu à faire accepter donc, aux États cette appellation. Et je me souviens donc d'un travail, et j'ai le souvenir en ce moment d'un de nos amis, donc l'ambassadeur hollandais Peter Knoop, avec lequel donc, on a pu, au moment où il était directeur de l'Institut international de lutte contre le terrorisme à La Haye, et on a beaucoup travaillé au niveau donc, du Conseil de sécurité sur ça. Et il est au niveau des experts. Donc il y a un travail à faire. Maintenant, la particularité, et c'est là où il y a un danger, c'est que le terrorisme change de face et change de type. À peine on apprend, on commence donc à cerner un profil, on passe à une autre phase où il y a donc d'autres profils. La particularité chez nous, dans cette région et dans la région donc, nord, et peut-être dans l'Occident aujourd'hui, et le Moyen-Orient, c'est l'absence de profil chez les terroristes. Le deuxième élément donc, qui commence maintenant donc, à l'être et qu'on est en train d'observer dans la zone subsaharienne, c'est que le terrorisme donc, commence à devenir donc, conjoncturel. Et on a connu, j'ai connu dans plusieurs zones de conflit il y a 30 ans, il y a 20 ans, donc soldats le jour et coupeurs de route la nuit, ou bandits la nuit. Aujourd'hui, donc, on a justement donc, certains qui sont terroristes à l'occasion.
et qui vont donc agir à un moment donc, pour faire un coup et revenir. Donc la difficulté. Alors sur le plan national, moi je pense qu'il y a l'approche marocaine. L'approche marocaine donc, pour le Maroc, donc c'est une approche multidimensionnelle. Au Maroc, donc, et surtout depuis les attentats de Casablanca le 16 mai 2003, on a appréhendé le problème autrement. Donc l'appréhender autrement, donc, c'est de travailler sur le temps dans sa diversité. Nous sommes face à une menace multiforme et à une menace donc, qui a un caractère donc, évolutif, et face à une menace qui s'est internationalisée. Donc la réponse, on a essayé donc, de la prendre sur 2 temps. Le premier temps, donc, c'est celui de la réponse rapide, urgente, qui est celle justement donc, sécuritaire. La réponse sécuritaire donc, est nécessaire, elle est obligatoire, on ne peut pas s'en passer, mais la réponse sécuritaire donc, est une réponse immédiate, parce qu'il y a un danger, il faut contrer, il faut agir dans l'immédiat. Mais on a compris que la réponse sécuritaire à elle seule ne suffisait pas. Il fallait donc travailler sur le court terme, pas pallier à l'urgence, mais en même temps travailler sur le long terme. C'est pourquoi au Maroc, donc, la stratégie marocaine, elle a pris une dimension qui s'est articulée autour d'un certain nombre de piliers. Des piliers, donc le pilier sécuritaire, et dans le pilier donc, sécuritaire, il fallait travailler donc, sur le développement donc, de tout ce qui est renseignement. Et on parle aujourd'hui d'une école marocaine de renseignement, parce que, donc, et vous le savez, entre professionnels donc, de la sécurité, le renseignement, donc, c'est un monde, c'est une vie, ce sont plusieurs cycles. Et la capacité qui a été développée par les services de sécurité marocains, c'est que donc, c'est comment travailler d'abord donc sur l'information. Et aujourd'hui, le problème, ce n'est pas l'information, c'est comment transformer l'information en renseignement et après en renseignement opérationnel. Et là, donc, ça implique, bien sûr, tout le travail d'analyse et tout le travail aussi qui doit se faire sur la collecte. Parce que donc, ce qui gêne aujourd'hui les services de sécurité, ce n'est pas le manque, ce n'est pas le déficit d'information, mais c'est le surplus d'information qui tue finalement la bonne information qui peut être exploitable. Alors les services de sécurité marocains ont développé donc une bonne expertise dans ce sens, et à tous les compartiments finalement donc, de la gestion de l'information, de la collecte à la gestion donc, de l'information et jusqu'à l'analyse, jusqu'à la transformer en renseignement et en renseignement opérationnel, et toute la boucle justement donc, de faire quel type de renseignement on peut choisir, ou dans ce qui est remonté, quel type de renseignement il peut être bien sûr pris. C'est une expertise qui a été développée par les services de sécurité marocains, et vous avez eu l'opportunité ce matin aussi de rencontrer donc, des gens des services de sécurité marocains, et parmi ceux que vous avez vus, il faut aussi donc souligner qu'on a renforcé la coopération interservices. Parce que donc, la question donc, du renseignement, c'est le temps aussi. Il faut avoir le bon renseignement et agir le temps T, le bon temps, et pas donc de temps moins 1, T-1 ou T+1. Donc il y a eu un renforcement d'une architecture sécuritaire dans laquelle donc, chaque acteur joue sa partition, et rien que sa partition, avec une bonne circulation donc, de l'information entre les différents services. Troisièmement, c'est les services de renseignement marocains donc, ont renforcé la coopération internationale. Nous sommes face à une menace, et je prends 5 minutes de votre temps pour terminer, nous sommes face à une menace globale. La réponse doit être globale, et tous les services de sécurité, donc là où ils sont, disposent d'une partie donc, de ce renseignement qui peut être utile. C'est pourquoi donc, l'approche marocaine s'est articulée dans son pilier sécuritaire sur justement la coopération internationale, et le Maroc, comme vous le savez, donc il a été d'une grande utilité pour plusieurs pays, la France, l'Espagne, la Belgique, la Hollande, l'Italie, sur le continent, la Côte d'Ivoire et d'autres, même pour les États-Unis dans l'affaire du soldat américain, etc.
donc comme une bonne école. Alors maintenant, sur le long terme, parce que lutter contre le terrorisme est une chose, lutter contre la radicalisation et l'extrémisme violent est une autre. Alors c'est pourquoi l'approche marocaine, donc, c'est basé sur d'autres piliers. Le premier pilier, donc, c'est le volet religieux, c'est-à-dire, donc, bon, nous sommes face à une menace idéologique, entre guillemets, qui prend donc la religion en otage, et du coup donc une menace qui bien sûr donc mérite d'avoir des réponses qui sont donc celles de démonter et de décortiquer et de diluer ce discours. Et on ne peut le faire que par bien sûr donc la restructuration dans l'espace religieux. Donc le volet religieux, il s'est basé sur 3 éléments. Rapidement, donc d'abord la formation des imams. Les imams devaient être formés pour qu'ils soient adaptés donc à la réalité d'aujourd'hui, pour qu'ils puissent apporter des réponses aux réalités d'aujourd'hui et pour qu'ils puissent aussi parler à des générations qui ne sont pas donc des générations d'antan, leur parler leur langage, leur parler et les trouver aussi. Donc là où on peut les trouver. Aujourd'hui, les jeunes, on ne les trouve pas là où on était nous. Les jeunes d'aujourd'hui, on les trouve dans les réseaux, on les trouve dans leur espace, c'est là. Donc c'est là où il faut aller les chercher. Et leur langage a changé. Il faut savoir donc leur parler. C'est pourquoi donc cette évolution sur la question de la formation des imams a été importante. Il était question aussi de gérer les lieux de culte, parce que donc les lieux de culte, et notamment donc les mosquées, ont été transformés par beaucoup en des lieux anarchiques, et on a eu au Maroc pendant plus d'une dizaine d'années une grande opération d'assainissement des lieux de culte. Aujourd'hui, toutes les mosquées et tous les lieux de culte sont conformes à des normes bien précises. Il n'y a plus personne aujourd'hui ne peut décréter un espace, quel qu'il soit, comme un lieu de culte, parce que donc il le veut. Et personne aujourd'hui au Maroc ne peut s'autoproclamer imam parce que donc il le veut. C'est-à-dire qu'il y a eu un bon encadrement de l'espace et de la formation. Le troisième élément, qui est aussi donc important, c'est le discours religieux. Parce que donc, bon, et là, on a eu un développement donc, des politiques publiques, de l'ensemble des politiques publiques, notamment dans l'enseignement, dans les livres scolaires, et donc pour assainir donc, ces livres scolaires, et pour assainir donc, le monde éducatif d'un certain nombre donc, de passages qui étaient exploitables par des extrémistes. Le deuxième volet, donc, c'est le volet économique et social. Il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas, parce que l'évolution donc, a fait qu'on ne peut plus aujourd'hui donc dire que pour les raisons économiques et les raisons sociales sont les raisons de la radicalisation, de l'extrémisme et du terrorisme. Ce n'est plus vrai. Ça reste en partie vrai, mais ce n'est plus entièrement vrai, comme ça a été le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, oui, on parlait donc de Sidi Moumen, et on parlait donc des quartiers défavorisés. Aujourd'hui, donc, on a des extrémistes violents qui sont issus d'une autre classe sociale, y compris donc, la classe moyenne, voire même des jeunes donc, cadres, on a vu donc, des ingénieurs et d'autres. Donc le profil a changé. Mais au Maroc, donc, pour travailler sur le long terme, il était question, donc, et c'est là donc l'importance de l'INDH, l'Initiative nationale du développement humain, parce que donc l'Initiative nationale du développement humain, elle a permis de travailler sur les vulnérabilités, sur les précarités au niveau économique et social, mais elle n'a pas travaillé que sur les hommes et les femmes, elle a travaillé aussi donc sur les territoires. Parce qu'il y a donc des territoires qui étaient considérés donc, comme territoires marginalisés, et du coup, donc, ces territoires donc, marginalisés bénéficiaient moins d'un développement donc, de l'État, et donc travailler sur les humains et sur les citoyens et sur le territoire. Et travailler sur les citoyens au début, donc c'était se focaliser sur les jeunes, parce que donc ils étaient la partie donc la plus vulnérable dans ce projet. Le troisième élément, bien sûr,
c'est celui de la réglementation, de celui donc des lois, et en général je suis entièrement d'accord avec vous, parce que donc, au Maroc on a compris depuis le début qu'on ne peut pas lutter contre le terrorisme en sacrifiant notre démocratie et en sacrifiant notre état de droit. On a beaucoup investi en tant qu'État et en tant que citoyen dans l'édification d'un état de droit, et il ne fallait pas donc abandonner. C'est pourquoi donc l'arsenal juridique a été revu, revisité, que ce soit sur le plan du code pénal, que ce soit donc sur le plan justement donc, des lois de lutte contre le terrorisme, ou que ce soit donc de l'ensemble des textes qui régissent ces questions. Le dernier point, donc, c'est celui justement du financement. Et là, il fallait limiter les moyens, ou donc réduire au maximum les moyens qui permettent le financement du terrorisme, et tout l'arsenal qui a été mis en place pour faire de sorte à ce que le terrorisme ne trouve pas des moyens donc, de financement. Ce qui pousse aujourd'hui ces groupes à agir par des moyens d'autofinancement, et on est en train de les voir aujourd'hui dans une forme de terrorisme artisanal. Là, le résultat de tout ça, c'est que nous n'avons plus de groupes terroristes qui actent au Maroc, mais nous avons donc des cellules qui vont s'apparenter, qui vont donc faire allégeance à des groupes terroristes étrangers, que ce soit donc, entre guillemets, le groupe terroriste État islamique ou le groupe terroriste Al-Qaïda et d'autres. Donc l'efficacité de l'approche marocaine aujourd'hui, c'est que donc elle opère avec, avec des frappes chirurgicales, avec une politique sécuritaire donc, anticipative, et avec une bonne maîtrise du renseignement. Et je suis entièrement d'accord avec vous, mon général. L'enjeu majeur quand il s'agit de sécurité, c'est le renseignement. Celui qui maîtrise l'arme de renseignement, donc maîtrise la guerre. Et je pense aussi, même si aujourd'hui peut-être qu'on n'accorde pas plus d'importance, au Maroc, on a compris que pour lutter contre le terrorisme, il faut avoir le terrorisme dans l'œil droit et la criminalité transnationale dans l'œil gauche, c'est-à-dire lutter contre les deux à la fois, avec la même force. C'est pourquoi donc que ce soit la création du Bureau central des investigations judiciaires, que ce soit donc la création de plusieurs brigades donc, régionales d'antigang, que ce soit bien sûr la continuation de l'action de la BNPJ ou d'autres structures, nous sommes aujourd'hui pleinement et surtout depuis les orientations royales en 2015, dans la nouvelle stratégie sécuritaire du Maroc, qui est en train aujourd'hui donc de mettre en place la police de demain et les services de sécurité en mesure de répondre surtout aux menaces émergentes. Nous sommes dans un pays carrefour, dans un pays limitrophe, donc avec plusieurs zones, et bien sûr les risques et les menaces auxquelles on doit faire face donc, sont multiples et différentes. C'est pourquoi, justement, dans cette approche, on a compris qu'il fallait travailler sur l'urgence et sur le long terme, et de travailler donc, sur l'ensemble des politiques publiques. Le développement et la prospérité est une bonne réponse pour éponger toutes les vulnérabilités donc, qui offrent au terrorisme un moyen donc, de recruter ou de trouver des sympathisants. Je ne veux pas trop abuser de votre temps, je vous remercie de votre attention, et je cède la parole. Merci beaucoup, professeur.